Nomad Unknown est une voyageuse solitaire qui partage ses aventures de camping en voiture et de randonnée à travers le pays. Son contenu est brut, authentique, et offre aux spectateurs un aperçu réaliste des hauts et des bas de la vie en van, des expéditions en solo et de la vie hors réseau. La plupart du temps, c'est paisible, inspirant, voire apaisant. Mais ce voyage sur le sauvage sentier Azalea, dans la forêt nationale de Kazachi en Louisiane, a pris une tournure sombre à laquelle elle ne s'attendait pas. This trail I'm out here hiking is in the Kazachi National Forest in Louisiana, and it's called the Wild Azalea Trail, and it's arguably the best trail in Louisiana. So, pretty excited. It should also be the season for azaleas. So hopefully we'll get to see some beautiful azaleas in bloom and just restore my mental health. Elle part comme à son habitude, enthousiaste à l'idée de passer une nuit en pleine nature pour se recentrer mentalement. L'endroit est calme, les oiseaux chantent et les azalées sauvages fleurissent tout au long du sentier. Peu de temps après s'être engagée sur le chemin, elle mentionne avoir croisé 3 jeunes hommes en randonnée avec leur sac à dos. Puis un peu plus tard, un autre homme, seul, ne portant qu'une bouteille d'eau à la main. À première vue, rien d'inquiétant. Jusqu'à ce qu'elle le voie de nouveau. Getting out, started on the trail now. It's pretty quiet out here. It's lovely with the birds singing, and every now and then the wind comes through. When I was still getting ready at the trailhead, I encountered 3 young men who are out backpacking on this trail as well, and they let me know that a couple of them had done this trail before. Elle l'a aperçu pour la première fois au début du sentier, là où elle avait garé sa voiture. Elle était encore en train de rassembler son équipement quand il est apparu, puis a aussitôt fait demi-tour et est reparti sur le sentier après l'avoir vu. Plus tard, elle l'a vu arriver derrière elle sur le chemin, toujours avec seulement sa bouteille d'eau. Pas d'équipement, pas de sac. Il l'a surprise. Elle s'est écartée pour le laisser passer. Il a simplement dit un petit « salut » discret, puis a continué son chemin. En s'enfonçant davantage dans la forêt, elle commence à faire le lien entre les événements. Elle a désormais vu le même homme à 4 reprises, et quelque chose chez lui la dérange. Pas seulement la fréquence à laquelle il apparaît, mais aussi son énergie. Ce pressentiment qu'elle n'arrive pas à ignorer. You ever just come across somebody and the energy is just off? That is what's been happening to me a little bit today. I'm about 3 miles in and I found this spot that I would really love to camp. But just as I was getting here, I saw somebody that I've seen twice already today. The first time I saw him, he only had a water bottle in his hand, no backpack or anything. And I saw him at the trailhead where I parked my car as I was still pulling things out of my car. And at that point, as soon as he saw me, he sort of turned around and headed back onto the trail. I've seen him 4 times, I just realized. And then I saw him as I was hiking. I'd started with my pack up the trail, and he came from behind me, still with just the water bottle. And I didn't hear him at first, but it kind of startled me a little bit. So I moved over to let him go past, and that time was the first time I said, "Oh, hello." And he just said, "Hi." The next time I saw him, he was at a crossroads, and it looked like he was loading things into his car to leave. But I guess he was pulling a backpack out because even though I didn't say anything to him at that point. Finalement, elle trouve une belle clairière tranquille près d'un pont où elle envisage de monter son camp. C'est un peu exposé mais calme. Puis, en jetant un coup d'œil de l'autre côté du sentier, elle aperçoit un autre endroit qui semble encore mieux. Plus caché, plus sécurisé, légèrement en dehors du sentier. Lorsqu'elle s'y dirige, quelque chose attire son regard. Une caméra de surveillance. Au début,
Elle pense qu'elle appartient peut-être au service du parc ou à un passionné de nature. Mais en s'approchant, l'illumination survient. La caméra n'est pas dirigée vers un sentier de gibier ou quelque chose de naturel. Elle est pointée directement sur le campement qu'elle s'apprêtait à installer. Son sac à dos est toujours là. La caméra est clairement focalisée sur lui. Elle devient visiblement mal à l'aise. Avec ses propres mots, Strike 1, énergie étrange. Strike 2, caméra de surveillance pointée sur le camp. Je m'en vais avant le strike 3. And I saw this area here, the clearing, and I thought, you know what, that's a bit more hidden from trail. I might feel more comfortable and secure over there, so I came over. Why is there a trail cam pointing to that campsite? I don't really know how those things work. Maybe it's not visible on the camera, but like, what else is it pointing at? Okay. What the heck? Like, here's the trail cam. What is it pointing at? Putting my camera right behind. My backpack is right there. That's where I was gonna camp. Like, that's an established campsite. Looks like this one is too. But what the heck is going on here? First, weird energy. Second, a trail cam pointed at a campsite? Oh, I think one strike, two strike. I gotta get out of here before 3 strikes and I'm out. C'est à ce moment-là que tout se met en place. L'homme, les apparitions répétées, la bouteille d'eau, le fait qu'il n'ait pas de sac à dos au départ, mais qu'il soit réapparu plus tard avec un sac. A-t-il pu la suivre, observer l'endroit où elle s'était arrêtée, puis installer la caméra de surveillance pendant qu'elle filmait les azalées sauvages à proximité? Il est difficile de le prouver, mais le timing et l'emplacement sont trop parfaits pour être ignorés. Ce n'était pas simplement une question de mauvaises ondes ou de paranoïa. C'était une femme seule dans les bois. Elle rencontrait à plusieurs reprises un homme sans raison apparente d'être là, et son campement prévu était sous surveillance par quelqu'un qui savait clairement où elle se trouvait et où elle comptait dormir. Is it just me? Or is that weird? Trail cam. Right there. Camp. Right there. I'm standing at my pack and I am looking, and I cannot for the life of me see it over there. I mean, camo, right? Very effective. Not for me. I'm out of here. So I went from campsite 1 over to campsite 2, just kind of an exploratory thing. And the reason it actually took me a little while to decide to go over there is because there were like clear obstructions in the path, like logs covering the path. A lot of time that might be set up by Forest Service to say like, this is not a trail, don't go down here. I just felt like I needed to go explore it. There was poison ivy I had to avoid. It's not too dense where I couldn't avoid it, and I had to go over a couple of logs and stuff like that, but it's almost like they don't want somebody going over there, right? But is it because they don't want somebody to discover the camera? Remember the guys I told you about that passed by the campsite earlier? They're matching, there's 4 men, they're all wearing matching red shirts. Elle prend la sage décision de faire ses bagages, se retourne et s'en va. L'histoire ne se termine pas par une confrontation, une course-poursuite ou une révélation dramatique, mais c'est ce qui la rend encore plus perturbante, parce qu'elle a réagi rapidement. Elle a écouté son instinct. Mais et si elle ne l'avait pas fait? Et si elle était restée une nuit de plus? Qu'as-tu pensé de cette rencontre? C'est une situation vraiment inquiétante.
Cela montre à quel point il est important d'écouter son intuition, surtout quand on est seul dans des lieux isolés. La pression d'une atmosphère étrange, les indices qui se cumulent lentement. C'est effrayant de savoir qu'on peut être observé sans le savoir. En septembre 2021, l'explorateur en plein air et youtubeur Erlo Brown, connu pour ses randonnées en solo et ses vidéos sur la nature, s'est lancé dans une expédition sur une montagne isolée, au cœur des forêts d'Afrique du Sud, où il devait installer une caméra de surveillance pour capturer des images de la faune locale. Avec peu de présence humaine dans la région, il espérait que quelque chose de remarquable passe devant son objectif. Mais ce qu'il a vécu était loin de ses attentes. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, Erlo a souligné à quel point le sentier était étroit et envahi, à peine utilisé, serpentant à travers une vallée épaisse, offrant une seule voie d'entrée ou de sortie visible. Cela, selon lui, en faisait un endroit idéal pour l'activité animale. Son attention était concentrée sur la recherche du bon arbre, quelque chose qui ne soit pas trop exposé, mais offrant une vue dégagée du sentier. I think we have found the perfect place to place the trail camera. So this trail running along here is literally the only entrance and exit for this entire valley. And you can see it's very narrow, so it's very easy to funnel the animals in one spot. You know exactly where they'll be walking. It's very dense around here. So I guess animals can walk wherever they want. They don't need the trail. But I'm almost 100% convinced we'll catch some animals on this trail. Just look at how nice that is. I just have to find a good spot to place the camera. I'm not too concerned about people finding the camera. This trail isn't used a lot because it's just a one-way. It's not a through-way. So maybe a tree. I reckon this tree could maybe work. Although that's going to be very obvious. Il s'est arrêté près d'un arbre, hésitant à savoir si ce dernier ne serait pas trop évident pour installer la caméra. Alors qu'il cherchait un meilleur endroit, le silence paisible de la forêt fut soudainement brisé par un grondement profond et bas. Il venait de près. Assez proche pour le surprendre en plein milieu de sa phrase, ce bruit n'était pas quelque chose qu'on pouvait ignorer facilement. Il était fort, guttural et puissant. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait entendu dans la nature auparavant. Erlo s'est figé, écoutant attentivement. La forêt autour de lui était devenue silencieuse. I reckon this tree could maybe work. Although that's going to be very obvious. Maybe if we find something that's a little bit further into the tree line, so it's better hidden, this could perhaps work. No idea what that was. That was not an animal. I think I'm gonna leave. Il n'a pas pu identifier le bruit avec certitude, mais cela ne semblait pas être un appel d'animal typique. Après réflexion, il a suggéré qu'il aurait pu s'agir d'un léopard, une possibilité qui rendait le moment bien plus dangereux que ce qu'il avait d'abord imaginé. Les léopards de cette région sont des prédateurs furtifs, connus pour guetter depuis les arbres et tendre des embuscades sans avertissement. Avec la végétation dense au-dessus de lui et une visibilité minimale, il se retrouvait soudainement vulnérable. Erlo n'a pas hésité. Il a abandonné son idée d'installer la caméra et a immédiatement quitté la forêt. Que ce soit un léopard ou autre chose, il était clairement observé. En septembre 2018, un youtubeur nommé Colin, connu pour sa chaîne d'exploration urbaine The Bearded Explorer, a documenté l'une de ses investigations, ou expéditions en camping, appelez ça comme vous voulez, les plus troublantes. Sa destination, Westbury House,
un manoir abandonné du XVIIIe siècle situé dans le Hampshire, en Angleterre. Autrefois propriété privée, le bâtiment avait été transformé en maison de retraite dans les années 1980, mais sous son histoire riche et ornée se cachait un passé bien plus sombre. Après que des rapports accablants aient révélé de graves maltraitances et abus de la part du personnel, l'établissement a été définitivement fermé en 2016. Depuis, le lieu est resté abandonné, acquérant la réputation d'être l'un des endroits les plus hantés de la région. Colin, accompagné de son ami Liv, s'est aventuré dans le manoir tard dans la nuit. Comme pour bon nombre de leurs explorations, l'objectif était de documenter l'atmosphère étrange et de découvrir les secrets que le bâtiment pouvait encore renfermer. L'intérieur était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre pour un domaine oublié depuis longtemps, des tas d'ordures, de vieux meubles et des signes de squatteurs disséminés dans les pièces. Malgré ce chaos, la structure était étonnamment bien conservée. La première partie de leur exploration fut sans incident, alors qu'ils arpentaient prudemment les couloirs vides, cataloguant la décrépitude. Mais il ne fallut pas longtemps avant que les choses ne commencent à changer. How's it going, guys, and welcome back to Westbury House. And me and Liv decided to come here at night time because I told them all the interesting things that happened to me here the other day. We've decided to come here at night and just see if we can catch anything strange, paranormal. I'm not really the biggest believer in ghosts, but after my experience here the other day, it's left me with an open mind. So yeah, we've just come here to have a little wander around and just see if by chance we do see or catch anything on camera. Should we go upstairs first? Yeah. It's pretty impressive, this staircase, isn't it? Yeah. Little chandelier up here as well, that. Brilliant. Which way should we go? God. This is proper freaky. Let's go this way. That door there's locked, so we can't go any further now. We'll have to go up and over. I never noticed that last time. En explorant l'une des pièces, le duo entendit distinctement le son d'un xylophone que l'on jouait. Un son qu'ils n'avaient pas eux-mêmes déclenché. Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce, le xylophone reposait intact sur une table. Plus tôt, Liv avait frappé une note et laissé le maillet posé au centre de l'instrument. Mais à présent, le maillet avait changé de position. Un signe indéniable que quelqu'un ou quelque chose l'avait touché en leur absence. Bien qu'intrigués, ils poursuivirent leur exploration. En atteignant l'étage supérieur, le malaise grandit. Ils commencèrent à entendre d'autres bruits inexpliqués, des coups, des chocs sourds et des bruits de déplacement provenant d'autres parties du manoir. Sans qu'aucune présence directe ne soit encore perçue, la tension ne cessait de monter. Shh. Did you hear that? Where's I? Sounded like that fucking xylophone. Where was it? Right, just in this room here. Oh, open it. It's a snooker table and a huge bookcase. God, it's so much different in here at night time. I can't believe you can't be around. I know. It's not so bad in the daytime, though. Night time, though. Don't know why. Here it's completely different. Cues there, look ready to go. This room's interesting, though. Look at all the stuff in there. And that fireplace as well. That fireplace is absolutely brilliant. What the fucking hell was that?
Plus tard, en visionnant les images enregistrées, ils firent une découverte glaçante. À un moment donné, alors que Colin entrait dans un couloir, la caméra captura ce qui semblait être une tête d'homme dépassant légèrement d'une porte entr'ouverte. Ni Colin ni Liv ne l'avaient vu pendant leur exploration. L'homme ne s'était jamais manifesté. Ils se contentaient de les observer, silencieux et immobiles. Alors que l'exploration continuait, les événements prirent une tournure encore plus inquiétante. Ils approchèrent de la fin du couloir lorsqu'un bruit fort et agressif retentit derrière une porte verrouillée qu'ils venaient de dépasser. Ils savaient que personne n'était entré dans cette pièce avant eux. Il n'y avait aucun autre explorateur à l'intérieur, et la porte elle-même était inaccessible de leur côté. Colin révéla plus tard que ce bruit précis correspondait exactement à celui qu'il avait entendu lors d'une précédente visite en solitaire dans le manoir. Donald Duck. I keep hearing that banging. Can you hear that banging? I think it's outside. Oh, it's giving me the shits. I really don't like it in here. Have a look in that room at the end. See, that's what I fucking heard the other day. That's what I heard the other day. That door is locked. There's nothing out there. That is where we've just come from. That is the exact same noise I heard the other day. Fuck that. Fucking hell, can you hear that? À ce stade, Colin et Liv en avaient eu assez. La série de bruits étranges, le maillet du xylophone déplacé, l'homme non identifié qui observait depuis l'encadrement d'une porte, et le dernier bruit violent provenant d'une pièce verrouillée rendaient une chose certaine. Il n'était pas seul. Certains pensent que cet homme vivait peut-être dans le bâtiment. Il aurait pu jouer du xylophone pour essayer de les effrayer, les observer depuis l'embrasure d'une porte quand cela n'a pas fonctionné, puis faire du bruit depuis la pièce verrouillée en dernier recours. Ces tentatives étaient d'abord discrètes, mais devenaient de plus en plus audacieuses à mesure qu'ils restaient invisibles. Colin et Liv sont sortis sains et saufs, mais ils n'ont jamais su qui était cet homme, ni s'il avait été là tout le long. Début 2024, une vidéo provenant des caméras piétons du département de police de Lakeland, en Floride, a été mise en ligne sur la chaîne YouTube Florida State Bodycam. Intitulée simplement comme un contrôle de routine pour possession et objets liés à la consommation, la vidéo a fini par capturer un aperçu troublant d'un campement caché dans les bois. La séquence s'ouvre sur l'arrivée des agents dans un campement de fortune installé au cœur de la forêt. Ils interviennent en réponse aux plaintes de riverains, ayant remarqué la présence de personnes inconnues circulant dans les environs, ainsi que des activités étranges dans la zone. You suddenly shift around when I don't see you. I heard Lakeland police. I was on my knees. I scooted around, sir. What's your name? Yes, sir. Step out here for me. Yes, sir. I'm just trying to get my damn f***ing growing turtle. Hey, face away from me. Yes, sir. I'm just gonna pat you down. What's up, Bubba? Shit. Damn. Have a seat. You want to go over with him? Sit down. Can I get a cigarette? He knows me. Sit down. Yes, sir. Man, you know me. Can I sit on the bench or something? Sit down. All right. Well, there's the fire, dog. I'm trying to go nowhere, man. Come on, man. You don't know me. Shit, man. Come over here and have a seat next to him. Why was y'all calling out here? I mean, what do we do? We're not looking for you. Huh? We're not looking for you. I know. I'm We're just just out here checking the camp.
Yes, sir. We'll try to keep You it. start reaching around when I look at you through the window. I reached around, sir. I don't know what you're reaching for. I understand. I'm not mad at you. I understand, man. I mean, you whipped that damn curtain open, and I was like, oh, fuck. I got you, man. Le campement, quant à lui, est assemblé de briques et de brocs, des bâches, des couvertures, de vieux meubles, un refuge temporaire dissimulé au regard. Au fil de la conversation, on comprend vite que l'homme est déjà connu des forces de l'ordre. Il supplie les agents d'être indulgents, affirmant qu'il est sur le point de commencer un nouvel emploi et qu'il essaie de remettre sa vie sur les rails. Il insiste sur le fait qu'il a toujours été honnête avec eux par le passé et leur demande de ne pas l'emmener en prison. Au début, les policiers semblent réceptifs, lui laissant l'occasion de s'expliquer. Mais l'atmosphère change brutalement lorsque l'un d'eux aperçoit un sac contenant des seringues placé juste à côté de lui. It's a BB gun, man. There ain't nothing in there, bud. Where's the BB gun at? In that drawer. It's in the drawer. Top drawer. It's a CO2 BB gun that I got given to me out there for these fucking raccoons. I got you, bro. Yeah. I got you. Put your hands behind your back, man. For what? We'll talk about it. What am I? That big old bag of needles and... That big old bag of needles is from out here, man. He'll tell you how to Right, don't dude. do that, bro. All right, we'll talk about it. I'll be honest with Would you mind Mirandizing them? I don't know what you do, bro. I see your own on my own. Are you serious? Hey, just listen to something. We're going to talk about I'm being arrested. Oh, you're the dinger. Come on, y'all. Are you serious, bro? Look, right where you stuffing. That's where you... Silence. Anything you say, can you get you a criminal law? You'll be right to talk to a lawyer and have a lawyer present with you. You can also hire a lawyer, 20 questions you will. You can decide at any time to exercise your rights and ask any questions to me. Understand? Yeah, man. You want to talk about whatever the needles? Yeah, look. I know where they are. They ain't mine, man. I mean, you can look all over them yourself. I don't know those needles. L'homme tente d'affirmer que les seringues ne lui appartiennent pas, mais l'un des agents lui rappelle que quelques instants plus tôt, il avait effectué un mouvement rapide en direction de cette zone lorsque la police est arrivée. Il continue de protester, disant qu'il était simplement en train de nettoyer le camp et qu'il avait ramassé les seringues aux alentours pour les jeter. Il essaie même de rejeter la faute sur sa partenaire, également présente et interrogée à proximité. Ce qui suit est un échange tendu. Les agents restent calmes mais fermes. Ils commencent à fouiller les lieux plus minutieusement et trouvent rapidement d'autres objets liés à la drogue, des bouchons de seringues, des sachets vides et une carabine à plomb qui ressemble étrangement à une vraie arme à feu. L'homme explique qu'il la garde pour éloigner les ratons laveurs et insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une arme réelle. L'agent ne le contredit pas, mais souligne à quel point la situation aurait pu dégénérer. Dans une lumière tamisée, même une arme factice peut paraître mortelle. La fouille se poursuit, et d'autres sacs contenant des résidus de drogue sont découverts, certains encore frais, d'autres clairement déjà utilisés. La femme sur place, prénommée Amanda, est interrogée à propos de plusieurs objets. Elle tente de nier toute implication, affirmant qu'ils appartiennent à l'homme, pendant que ce dernier essaie de faire porter la responsabilité sur elle. Il est évident que les deux sont familiers avec l'addiction et qu'ils se trouvent pris dans une situation qui les dépasse. Tout au long de la vidéo, un thème revient sans cesse. Le déni, le désespoir et la survie. L'homme supplie à plusieurs reprises les policiers de ne pas l'arrêter, évoquant ses responsabilités à venir, notamment la visite de ses enfants. Il tente de coopérer, allant jusqu'à indiquer où d'autres objets pourraient être trouvés. Mais à chaque nouvelle découverte, une seringue usagée, un petit sachet dissimulé, un contenant suspect, la réalité devient de plus en plus difficile à ignorer. Les agents discutent entre eux pour déterminer si les éléments trouvés justifient une arrestation, d'autant plus que les objets sont dispersés dans tout le camp, ce qui relève de la possession constructive. Finalement, ils estiment que la quantité d'objets liés à la drogue et le manque de clarté dans les réponses leur donnent suffisamment de raisons pour procéder à des arrestations. Ce qui rend cette intervention si troublante, ce n'est pas seulement la présence d'objets illégaux ou l'isolement du lieu,
C'est le sentiment de désespoir qui plane sur toute la scène. Il ne s'agit pas de criminels endurcis, mais de personnes manifestement en grande difficulté. La forêt, qui pourrait être un lieu de paix pour certains, est devenue pour eux un refuge de dernier recours, un endroit pour fuir le jugement et la réalité, même temporairement. Mais même dans ce recoin isolé, à peine au-delà de la lisière des arbres, les conséquences de leurs actes les rattrapent. À la fin de la vidéo, les agents se préparent à emmener les deux individus. Ils restent professionnels, traitant le couple avec retenue, malgré les mensonges et les tensions de l'échange. Ce qu'ils laissent derrière eux dans ce camp silencieux, c'est un rappel poignant que le danger et le désespoir ne prennent pas toujours des formes bruyantes ou spectaculaires. Parfois, ils existent en silence dans des lieux oubliés, juste au bord de la forêt. La vie en van est souvent dépeinte comme une succession de matins paisibles au cœur de la nature, avec un sentiment de liberté que le mode de vie traditionnel ne peut égaler. Pour la youtubeuse Cassie Johnston, ce mode de vie est devenu la norme. Elle parcourt le pays à bord de son van aménagé par ses soins, accompagnée de son chat. Mais un matin, dans le sud de l'Utah, cette liberté s'est heurtée à quelque chose de bien plus inquiétant. La journée avait pourtant commencé normalement. Cassie avait passé la nuit sur un petit terre-plein de terre battue, en bordure d'une ville. Ce n'était pas un campement isolé en pleine nature, mais ce n'était pas non plus un parking bondé. Vers 7 heures du matin, son calme matinal a été brisé par quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. Au début, cela ne semblait pas grave. Une voiture passa lentement près de son van, roulant à peine à la moitié de la vitesse autorisée. Elle la remarqua immédiatement. Quand on vit sur la route, on développe des instincts aiguisés pour repérer tout ce qui semble inhabituel. So Olive and I woke up fairly early. I started working on my computer and recording some footage for the vlog, and I noticed at about 7 a.m. a black car went past us very slowly on the main road here. The speed limit is 40 miles an hour, and this car was going maybe 15 to 20 miles an hour, which struck me as odd, but they kept driving, so I really didn't think much of it. Until about 5 minutes later, the same car came back down the road and pulled off into the same lot as us and actually drove behind the van. And I was close enough to the car at this point that I could see there were two men in it. One was driving and one was in the passenger seat. And they actually went up a little road that was behind the lot that we were parked in. And they got to the end of the road, turned right back around, and then very slowly started coming back down the road towards the van. So this whole time I'm sat up here in the cab area very discreetly trying to watch what they're doing out this driver's side window. But once they got close enough back towards the van, I actually moved from up here into the back area because that is where I keep my safety items. And unfortunately, I don't have a window on the driver's side back there, so I lost my visual of them, but I could hear that they pulled their car up right along the driver's side of the van, and they actually honked their horn at us. La voiture disparut au bout de la route et Casey tenta de balayer ça d'un revers de la main pensant à une coïncidence. Mais quelques minutes plus tard, le véhicule revint. Cette fois, il ne se contenta pas de passer. Il tourna dans le terrain où elle était garée, avançant lentement et se glissant derrière son van. Casey réussit à en apercevoir un peu plus. 2 hommes se trouvaient à l'intérieur, l'un au volant, l'autre côté passager. Ils firent un lent tour du terrain, puis remontèrent la route derrière son van, marquèrent une pause et firent demi-tour. Quelques instants plus tard, ils étaient de retour. Ils s'arrêtèrent, cette fois juste à côté de la portière conducteur de son van. À ce moment-là, l'attention de Casey se transforma en une inquiétude bien réelle. Elle se déplaça discrètement vers l'arrière du van, loin des fenêtres avant, pour ne pas être facilement repérée. Malheureusement, depuis cette position,
Elle n'avait plus de vue directe sur les hommes ni sur leur voiture. One of them got out of the car and came up and started knocking on my driver's side window, which I also ignored. And just to clarify, this was not a police car, this was not a security car. These were just two dudes in a car. So a couple minutes after I ignored the knocking, they finally left. They went back out onto the road and I watched them slowly drive away. At this point, I knew I needed to leave the lot, but I wasn't sure where I was gonna go because again, this is a small town and it is surrounded by very desolate areas. So the last thing I wanted to do was immediately try to leave town, drive out into the middle of nowhere and have them follow me. Il ne pouvait plus s'agir d'un malentendu. Ce n'était pas quelqu'un cherchant son chemin. Les hommes étaient revenus à 3 reprises, et cette fois, ils tentaient clairement d'attirer son attention. Ce qui rendait la situation encore plus inquiétante, c'est qu'ils avaient déjà vu son van plus tôt dans la matinée, ce qui voulait probablement dire qu'ils savaient désormais qu'elle voyageait seule. Pire encore, qu'elle était une femme seule. Casey ne répondit pas. Elle ne bougea pas. Elle resta là, immobile, le cœur battant à tout rompre, espérant qu'il finirait par partir. Et finalement, les hommes s'en allèrent. Mais la tension n'était pas terminée. Environ 30 à 45 minutes plus tard, la voiture noire revint une nouvelle fois. Cette fois-ci, elle ne s'engagea pas dans le terrain. Elle se gara plus loin sur la route, comme si les hommes observèrent de loin. C'en était assez pour Casey. Elle prit la décision la plus intelligente. Ne pas confronter, ne pas paniquer, mais agir. Elle démarra son van et se rendit dans un restaurant à proximité. Elle y commanda un petit déjeuner et se gara au milieu d'autres clients. Cela lui permit de reprendre un peu son souffle, mais l'angoisse, elle, était toujours là. Après avoir mangé, elle décida de mettre une vraie distance entre elle et cette ville. Elle roula pendant 2 heures, fit un arrêt rapide au Four Corners Monument, puis continua jusqu'à atteindre une zone plus peuplée avec des parcs publics, des magasins familiers et d'autres voyageurs. Le reste de la journée se déroula dans une routine rassurante. Faire des courses, envoyer des colis, des tâches simples, normales. Mais cette peur matinale restait présente, comme un rappel brutal que la vie sur la route peut être imprévisible. Le soir venu, elle trouva enfin un endroit sûr pour passer la nuit. Un parking bien éclairé, près d'autres vannes. Elle se sentit visiblement soulagée. Elle nota même à quel point certains relais routiers ou terrains publics peuvent sembler confortables après ce genre de mésaventure. La peur n'avait pas totalement disparu, mais elle était en sécurité, et pour cela, elle se sentait reconnaissante. Plus tard, Casey s'adressa à ses abonnés, racontant l'histoire avec calme et recul. Pas de surjeu, pas de drame, juste la vérité brute. Ce que l'on ressent quand on est seul dans un véhicule et que quelque chose ne tourne pas rond. Elle expliqua comment elle avait tenté de ne pas paniquer et à quel point il était important de ne pas partir trop vite, au cas où les hommes décidèrent de la suivre. Chaque geste qu'elle avait fait avait été réfléchi, orienté vers sa sécurité. Et c'est sans doute cela qui a tout changé. Au final, il ne s'est rien passé physiquement. Pas d'effraction, pas de confrontation, personne n'a été blessé. Mais pour de nombreuses femmes qui voyagent seules, c'est justement ce genre d'histoire qui les hante, parce qu'il n'a pas besoin d'y avoir de violence pour que ce soit terrifiant. L'idée que quelqu'un tourne autour de votre van, frappe, vous observe de loin en sachant que vous êtes vulnérable, suffit à ébranler même les plus habitués de la route. L'histoire de Casey est un puissant rappel que la sécurité dans la vie en van ne repose pas sur la chance mais sur la vigilance, la préparation et surtout, l'écoute de son instinct. Elle a tout fait comme il fallait. Et grâce à cela, ce qui aurait pu devenir un cauchemar s'est terminé par une simple frayeur. Espérons que cela en restera là. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces images? Faites-le moi savoir. En juin 2019, le youtubeur spécialisé dans le paranormal, Lou Rock, a décidé de relever un défi en solo qui allait le plonger au cœur d'un lieu marqué par la tragédie. L'endroit en question était un coin de forêt isolé, situé près de Fox Road, dans le Massachusetts.
connu localement pour une raison profondément troublante. Près de 30 ans plus tôt, une adolescente nommée Tammy Lins y avait disparu. Ses restes ont été retrouvés plus tard dans ces mêmes bois, mais l'affaire reste non résolue à ce jour. L'objectif de la visite de Lou était de passer 30 minutes seule dans la zone, avec pour seuls équipements une lampe torche, une spirit box et une caméra pour documenter tout phénomène inexpliqué. Mais à la fin de l'expérience, il s'est retrouvé à fuir quelque chose de bien plus réel. What is up, guys? It is your boy Lou Rock, and I'm about to do something totally crazy. I'm here on Fox Road. You can see it right here. I'm here on Fox Road, and I am going to do a 30-minute challenge by myself in these woods. It's totally crazy. Every time I've come here with people, I've been scared out of my mind. So to do this all by myself is totally crazy. I got no weapons on me, no way to defend myself other than my hands. This is pretty stupid, but we're gonna do this. Here we go, guys. Here we go, Fox Road. Where her body was found. Oh, wow. Where's my little memorial thing to her? It's right here. What the heck? Dude. Oh, here it is. See, I left it standing up last time. I actually heard her ring that bell before doing a spirit box session. It was pretty crazy. La séance a commencé par une marche silencieuse dans les bois, là où le corps de Tammy avait été retrouvé. Lou y avait déjà installé un petit mémorial en son honneur, des fleurs, une clochette et une dédicace personnelle. Dès le début, une sensation de malaise sous-jacente se faisait sentir. Il a commencé à filmer et à tenter d'entrer en contact à l'aide de sa spirit box. Au départ, tout semblait normal, typique des séances en solo habituelles de Lou, mais peu après avoir éteint les lumières pour se laisser entièrement envelopper par l'obscurité, la situation a commencé à changer. It's pretty crazy. Oh, whoa, the ants are all over the flower. Wonder why. Look at all those ants. It's not a real flower, guys, so it's weird that the ants are enjoying it so much. Tammy, can you ring this bell for me? I'm gonna turn off the lights, guys. Whoa, whoa! I can't believe it even lit up like that. Wow. Whoa. What the hell was that? Guys, I keep hearing something really close to me in the woods. I hear somebody, it sounds like somebody's walking around over there. What the hell is that? Oh my God, it's freaking me out, guys. I'm gonna head over to the path where, like a lot of kids, that's actually where the jogger was jogging when he found her body. So. Il a d'abord cru entendre des bruits de petits animaux, des brindilles qui craquent, des feuillages qui bougent. Mais ces sons étaient trop délibérés, trop lourds pour être ignorés. Les pas ne restaient pas au même endroit. Ils tournaient autour de lui, en cercle. Tentant de garder son calme, Lou a rallumé sa spirit box et a commencé à poser des questions. L'appareil a réagi presque immédiatement, produisant des noms et des fragments de phrases qui devenaient de plus en plus forts et agressifs au fil des minutes. À mesure que la séance s'intensifiait, la pression de l'environnement devenait impossible à ignorer. Les bruits autour de lui ne s'arrêtaient pas. Au contraire, ils semblaient se rapprocher. Guys, it's so overgrown. Guys, this is the area
that I caught one of the best catches in my whole YouTube career. I caught a shadow figure in the daytime. Like right over there is where I was hearing, it sounded like somebody else was walking in the woods right when I was looking at the little shrine that I left her. I'm gonna pull out the spirit box, so just give me 1 second. I'll be right back. All right, guys. Guys, I go into my bag and my box was already turned on. That's crazy. All right, we're gonna sit right here. Hello? What the hell? Tammy. Guys, I keep freaking hearing something walking over there. Hello? Lou remarqua un message peint à la bombe sur un arbre proche. Un graffiti étrange, complètement déplacé au milieu de nulle part. L'arbre avait clairement été marqué récemment. Alors qu'il s'approchait pour examiner de plus près, les bruits de pas reprirent. Plus rapides cette fois. Il se retourna, balayant les bois avec sa lampe torche, mais il n'y avait personne en vue. Puis, un nouvel élément surgit. Une voix, claire et distincte, traversa les arbres. Elle ne provenait pas de son équipement. Ce n'était ni une EVP ni des interférences radio. C'était quelqu'un, tout près, qui parlait à voix haute dans l'obscurité. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Look at this tree right here. There's like writing on it. It actually says Autobots. Autobots. I'm trying to move the... Tammy, is there something about this tree that will help us find the killer? Whoa. What the hell was that? Guys, I don't know what the hell is going on. Whoa. Guys, I'm hearing stuff all around me. Tammy, can you come and talk with me, please? Guys, I'm hearing something over there in the woods. There's something over there, guys. Dude, oh my God. Guys, I'm here all by myself. I don't even know what the hell to do. Hello? Lou se rendit compte que ce qui se trouvait dans les bois n'était peut-être pas paranormal. Quelqu'un était vraiment là, se cachant juste au-delà de la portée de sa lampe torche. Il recula lentement, tentant de garder son calme. Mais soudain, un bruit fort perça l'air. C'était un coup de feu. Figé, Lou ne bougea pas. Puis un autre coup retentit. Il n'avait aucune idée si ces tirs étaient destinés à l'effrayer, à le prévenir, ou si quelque chose de pire se préparait. Subitement, le danger devint tangible. Guys, I keep hearing stuff in the freaking woods. I think my spirit box is... Oh my gosh. Hello? Tammy, say the names of the people that were with you. What the heck? Whoa! Guys, it sounded like something was running right behind me right there. Are you okay? It said I'll be okay. Are you kidding me? Guys, that doesn't look old. And that's not mine.
Is there somebody out here? Guys, I am freaking out. There's somebody out here with me, I swear. I keep hearing footsteps all around me. Something just flew over to that area over there. Hello? What the was that? En tentant de s'échapper, Lou aperçut une silhouette humaine, une forme qui l'observait en silence. Il cria, espérant dissuader la personne, mais la silhouette ne répondit pas. Elle se déplaça, se rapprochant. La panique prit le dessus. Lou se précipita pour récupérer ses affaires, mais ses mains tremblaient. Dans sa précipitation, il endommagea sa spirit box, pliant son antenne en essayant de fuir. Il laissa la caméra tourner, continuant à tenter de documenter ce qui se passait, mais la peur était clairement inscrite sur son visage. Il ne menait plus une expérience paranormale. Il tentait de sortir de là vivant. Arrivé à la lisière de la forêt, les choses ne se calmèrent pas. Une voiture était garée le long de la route, phares éteints, les occupants indéfinissables. Non loin de là, des voix d'enfants résonnaient faiblement, riant, criant. Puis, le bruit d'un autre coup de feu déchira l'air. I don't know what to do. I just heard a girl. I just heard a girl. I swear I just heard a girl, guys. Oh my god. Oh man. Oh guys. Oh my god. This is where the freaking gunshots went off. Oh my gosh, I gotta get down. I gotta get down. Holy crap. What the fuck? Alright, we're getting the hell out of here. Holy crap. Oh my god, there's somebody behind me, guys. Yo, you better stay away from me. Behind me, guys. Yo, you better stay away from me. Lou ne se retourna pas. Il évoqua la présence qu'il avait ressentie dans les arbres, les voix étranges, et ce qui ressemblait à une fille en train de pleurer. La spirit box avait confirmé des noms, certains liés à Tammy. Mais à ce moment-là, la chasse aux fantômes passa au second plan, remplacée par une question de survie. Si quelqu'un était vraiment là avec lui, le traquant, tirant des balles, l'observant dans l'ombre, ce n'était pas simplement un lieu hanté. C'était un terrain de chasse. Et Lou avait peut-être, sans le savoir, marché droit dedans. Lors de l'une de ses enquêtes les plus troublantes à ce jour, Franco de la chaîne Franco TV est retourné dans un cimetière isolé qu'il avait déjà exploré, cette fois pour une session en solo, de nuit. Connu pour documenter des phénomènes paranormaux et camper dans des lieux abandonnés et hantés, Franco s'appuie souvent sur des outils comme des caméras thermiques, des détecteurs EMF, K2 et la vision nocturne. Mais cette fois-ci, même son équipement n'a pas pu expliquer entièrement ce qu'il a rencontré. L'objectif de cette visite était la tombe d'un enfant prénommé Sébastien. Franco avait déjà remarqué une activité étrange autour de ce tombeau lors d'une précédente visite. En s'en approchant à nouveau, il repéra quelque chose via sa caméra thermique. Une forme sombre, de taille humaine, immobile près de la tombe. Lorsqu'il passa à sa caméra normale, la silhouette était totalement invisible à l'œil nu. Pourtant, sur la caméra thermique, elle restait là, figée, comme si elle l'observait silencieusement. Il avança prudemment, essayant de confirmer ce qu'il voyait.
Mais à mesure qu'il se rapprochait, la forme disparut complètement. Ne sachant toujours pas s'il s'agissait d'une personne, d'un animal ou de toute autre chose, il poursuivit malgré tout son exploration du cimetière. What the fuck is that? Hold on, I'm not even at the freaking cemetery area, but I see something dark. Look at that. That's right next to the tomb of, what's his name? I keep wanting to say Ricardo, but, Sebastian. That's Sebastian's tomb. What the fuck is that? Let me make sure there's nothing else here. Hold on, I'm gonna switch to my regular camera, seeing what I could see. Give me 1 second. Right now I switched over to my regular camera, and this is where I see something dark just standing right in front of that kid's tomb. I forgot his name, Sebastian. But there's nothing over there. I'm gonna go ahead and zoom. Let me zoom in. There's nothing there. Puis depuis les profondeurs de l'ombre, il commença à entendre des gémissements. Ce n'était ni un cri d'animal, ni le bruit du vent. C'était indéniablement humain. Et pourtant, il n'y avait personne aux alentours. Il balaya la zone avec sa vision nocturne et sa caméra thermique, capturant d'étranges lueurs et des sons inexpliqués. En se dirigeant vers l'origine des gémissements, il aperçut ce qu'il pensait être une plante, jusqu'à ce qu'il réalise, quelques instants plus tard, que cela ressemblait plutôt à quelque chose accroupi dans l'obscurité. Après quelques secondes tendues, il confirma qu'il s'agissait bien d'une plante. Mais elle se trouvait exactement à l'endroit d'où provenaient les bruits, ce qui ne fit qu'augmenter son angoisse. And there's nothing there. Oh, that was creepy. I just heard a yell just now, or a moaning. I just heard it from over there on that side. It legit just sounded like a moan. I want to see if I see any shadows with that light. Turning on my IR. There we go. Oh my God. What the hell is that? I'm hoping that's a plant, but it looks like something's right over there. What the hell is that? Looks like something just sitting there. Oh, that's creepy. I think it's a plant. But this is literally where I just heard the moaning coming from. Oh God. Le moment le plus intense de la nuit survint lorsqu'il découvrit qu'une porte de tombe, toujours restée fermée lors de ses précédentes visites, était cette fois entr'ouverte. La tombe appartenait à une personne nommée Irma, et lorsque Franco y entra prudemment, l'atmosphère changea immédiatement. Il sentit une odeur forte, non pas de décomposition, mais une senteur distincte, presque intime. Cela lui rappela l'odeur familière que l'on perçoit en entrant chez un grand-parent, comme si quelqu'un venait tout juste d'être là. Puis le rideau à l'intérieur de la tombe bougea. Pas légèrement ni subtilement,
Il se tira en arrière comme si quelqu'un regardait à travers. Franco se figea. Il n'y avait ni vent ni courant d'air, et aucune cause visible. Sa lampe torche n'éclaira rien derrière le rideau. Pourtant, la sensation d'être observé se fit de plus en plus oppressante. So I have been here like 1,000 times, not really 1,000, but a couple of times, and I have never seen this door open. I don't know who opened this door, but this is the door of Irma. Whoa, what the f***? This shit just opened. I mean, the curtain just moved. I just heard something and the curtain moved. Holy shit. Something literally just moved the curtain to the right. Right over here. Before we go inside, I want to see if there's anything in the inside. Oh my god, that is creepy. I swear to god this whole curtain moved. I don't know what the f*** moved it. I'm not gonna lie, it smells like old person, like an older person smell. Like there's a person here. Même s'il n'a pas capturé d'autres preuves visuelles par la suite, l'impact émotionnel du moment était indéniable. Il a décrit cette expérience non seulement comme effrayante, mais profondément troublante sur un plan personnel. Quelque chose dans cette odeur, cette énergie et le mouvement du rideau rendaient l'expérience totalement différente de toutes les tombes qu'il avait explorées jusqu'alors. Il a précisé que, si les spectateurs pourraient trouver le rideau inquiétant, pour lui, c'était surtout ce sentiment de présence, cette impression écrasante d'avoir pénétré dans un espace qui appartenait encore à quelqu'un qui l'avait marqué. And I just heard something. I really wish I knew what the heck moved the curtain, though. That was interesting. Look at this. There's a lot of people in here. Alright. This room is the weirdest tomb I've ever seen. So I'm taking a little bit of a break, but I'm kind of like, I feel weird. I feel like I ran into somebody going into that room, just the way it felt like going in there. And I know to you guys probably the scariest part was a curtain moving, but for me the scariest part was the presence, or the it was just the scent of just going in there. Just felt like, it just felt weird. I don't even know how to explain it. That was the most surreal feeling that I've ever gotten going into a place like that. So even though I'm in another tomb right now, I'm still kind of like paranoid from that last tomb with the curtains moving. It's still kind of bothering me. I don't know, I just feel weird. Like weirded out about the whole thing. I've never had something take my vibe or my mood and just brought it down. But yeah, I just wanted to get the hell out of there as soon as I could. Même après avoir quitté la tombe, Franco avoua se sentir vidé de son énergie. Il tenta de continuer à filmer, explorant les mausolées et les couloirs avoisinants, mais l'ambiance avait clairement changé. Il raconta qu'en réexaminant les images d'une précédente visite, un spectateur avait remarqué une silhouette blanche passant devant la porte de la tombe, un détail qu'il n'avait pas vu sur le moment. En revoyant les images, Franco la vit lui aussi, une forme blanche furtive, qui se déplaçait juste avant que la caméra ne pivote. Eerily, the temperature is dropping here, though, significantly. Sorry if you guys are hearing wind noise. I don't have my dead cat on my mic. But this is the other tomb. It's randomly getting super windy now. Hello? Do you mind if I come to party? I just want to explore. Don't mean anything wrong or bad.
Just exploring the location. My name is Frank. Is it okay that I can be in here? Oh, by the way, before I continue, the last video that I did here, I was pointing the light this way, and then right before I turned the camera over here, you could see what looks like someone passing by the door on my second video. Somebody pointed it out, and I went checking it out, and holy shit, you do. Like, I don't know if you could see it. Let me turn off my light. But right over here is where you see something white kind of go by. But I don't know. I didn't see it. I didn't even see it while editing. Someone had let me know. But I'll show you a quick clip of it right now. Looks like something you would see in a horror movie. You have all the tombs here. Dans les derniers instants de la vidéo, Franco reconnaît que cette enquête était différente. Les preuves techniques, anomalies thermiques, mouvements, sons inexpliqués, étaient convaincantes. Mais c'est l'expérience émotionnelle et sensorielle qui lui est restée. L'odeur humaine, la sensation d'être observé et le mouvement inexpliqué du rideau laissaient penser qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple lieu hanté. Que ce soit un esprit lié à la tombe, une rémanence d'énergie passée ou quelque chose de totalement inexplicable, Franco n'a pas obtenu les réponses qu'il cherchait. Ce qu'il a trouvé, en revanche, c'est une expérience qui l'a amené à remettre en question les frontières entre les vivants et les morts, et la quasi-certitude d'avoir été en présence de quelque chose qui, d'une certaine manière, était encore bien là. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette rencontre? À vous de tirer vos propres conclusions. Ce clip a été filmé par Mandy, une femme qui se rend dans la maison de vacances familiale, située dans le Massachusetts aux États-Unis, depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Elle y a toujours passé de bons moments, se détendant et profitant du calme des environs. Mais un jour, quelque chose a changé. Cet endroit autrefois réconfortant a commencé à lui sembler très différent. Tout a commencé par de petites choses. Au début, seulement de petites bizarreries que Mandy pouvait facilement ignorer. Mandy a essayé de se convaincre que ce n'était rien d'inquiétant, mais plus les événements étranges s'accumulaient, plus il devenait impossible de les ignorer. Le 27 avril 2021, après une nouvelle nuit troublante, Mandy a décidé qu'elle ne pouvait plus faire comme si de rien n'était. Inquiète pour leur sécurité, en particulier celle de son enfant, elle a contacté les autorités locales. Cependant, sans preuve suffisante, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Se sentant désemparée, Mandy a décidé de prendre les choses en main. Elle a installé plusieurs caméras de sécurité autour de sa propriété, espérant capturer ce qui se passait. Quelques jours plus tard, Mandy s'est assise pour visionner les enregistrements, dans l'espoir de découvrir ce qui se tramait. Ce qu'elle a vu lui glaça le sang. Cela ne fit qu'ajouter à la terreur. Mandy n'arrivait pas à chasser de son esprit cette question obsédante. Comment et pourquoi quelqu'un grimperait-il sur son toit? Mais une chose était certaine. À partir de ce moment-là, Mandy garda ses fenêtres verrouillées en permanence, quoi qu'il arrive. Les événements étranges ne cessèrent pas après les images de la silhouette sur le toit. En réalité, les semaines suivantes, le malaise de Mandy ne fit que grandir. Puis, un soir, alors qu'elle visionnait les enregistrements d'une des caméras placées contre sa maison, elle vit quelque chose d'aussi troublant.
Cette silhouette, vêtue d'une robe blanche avec un visage inhumain et inquiétant, presque comme un masque, ne fit qu'ajouter à l'aspect terrifiant des événements que Mandy vivait. Elle se demanda s'il s'agissait de la même personne qu'elle avait vue sur son toit, même si la silhouette ne correspondait pas tout à fait. Toute la situation devenait encore plus glauque, comme si ce qui la hantait gagnait en audace jour après jour. Et ce n'était pas la seule séquence glaçante de cette nuit-là. La même silhouette, toujours vêtue de la robe blanche, fut aperçue en train d'observer par la fenêtre de la chambre du nourrisson de Mandy, son visage toujours masqué de façon troublante, fixant l'intérieur. On peut voir ce visage inquiétant apparaître à la fenêtre, comme s'il cherchait quelque chose, puis poser sa main sur la vitre, apparemment en train d'essayer d'entrer. Cela suffit à plonger Mandy dans un état de panique totale. Elle appela la police, une fois de plus, mais encore une fois, ils ne purent pas faire grand-chose. Sa seule option semblait désormais être d'engager une société de sécurité privée, ce qui serait bien trop coûteux. Mais les choses ne firent qu'empirer. Sa sonnette connectée Ring enregistra quelque chose d'aussi effrayant, voire pire, lui glaçant le sang alors qu'elle visionnait les images. Si l'on regarde de près, on peut aussi apercevoir une ombre sur le côté droit de l'écran, celle de la personne qui se trouvait à sa porte ce soir-là, haletante et griffant frénétiquement, essayant désespérément d'entrer dans sa maison de vacances. Lorsque Mandy publia la vidéo, elle attira rapidement l'attention de nombreux internautes, tout aussi troublés qu'elle. Les commentaires furent inondés de questions, de théories et de spéculations autour de ces événements étranges. Cela laissa Mandy avec encore plus de questions que de réponses. Désireuse d'apporter un peu de clarté, elle décida alors de publier une mise à jour, répondant aux questions les plus urgentes posées par ses spectateurs. People are asking if I think it's two different people or if it's the same person. I honestly don't know. I do feel like the woman that was at the front, on my front camera, that was walking back and forth, and the person that came to the back porch talking, I feel like they're the same person, but I don't really know. And I'm saying person because I do believe that that's a human. I do not like what's going on. However, we know how to protect ourselves. Obviously, if it's a human, I'm not as comfortable if it were something paranormal because I don't really know how to protect myself from that other than, you know, the normal stuff like getting the house blessed and all that stuff, which we did. Have I asked the neighbors? Yes, I have. I send them all videos. If I get a video of a bear or when I got the video of the bobcat, I send it to the neighbors because they're the closest neighbors that we have. And so anything that's coming into my yard will probably go into hers or theirs. So yes, I have notified the neighbors and they haven't seen anything on their Ring cameras, but I think they only have one Ring doorbell. And it's more like on the side of their house, not the front. So she said she was going to keep her eyes open and let me know. But a lot of people keep commenting that it's probably the neighbors, which it's definitely not. There's no way I would be like
They have a newborn baby. They're, you know, a younger married couple. They don't have any teenagers or anything like that. So honestly, it's either one, a teenager or kids, not, I wouldn't say a kid, but like a teenager or a young adult, or someone who is either mentally ill or on substances they shouldn't be on. Those are the only things I can think. À ce jour, Mandy n'a toujours aucune réponse quant à l'identité ou aux motivations de la personne qui la traquait, elle et sa famille. Et à cause de tous ces événements troublants, ils ont décidé de ne plus se rendre aussi souvent dans leur maison de vacances, contrairement à avant, lorsque tout semblait encore normal. Cette prochaine rencontre en camping a été filmée par Sean, qui l'a ensuite publiée sur sa chaîne YouTube, Sean DeWitt. Et bien que toutes les vidéos de sa chaîne soient habituellement pleines d'humour et de bonne humeur, celle-ci a pris une tournure inquiétante alors qu'il s'amusait avec des amis pendant des vacances en camping en famille. Nous sommes le 27 mars 2017. Sean et ses amis passent un excellent moment à explorer la forêt et à profiter pleinement de leur séjour. Des éclats de rire résonnent dans l'air alors qu'ils plaisantent, complètement inconscients du fait que leur journée insouciante est sur le point de prendre un tournant troublant. Soudainement, ils sont interrompus par une femme qui ne semble pas totalement dans son état normal. You're not supposed to be here, okay? This is their backyard. No, it's not. This is my yard. The rocks separate the properties. Yeah, but you're not in the rocks, were you? Were you? We were on them. No, you weren't. Guys, private property. Private property, so please. I will. Come. No. What are you doing? What do you mean no? You want me to fight you? Nancy. We're leaving right now. Come on, He's Ryan. not leaving. Come on. What are you talking about? What's going on? They're playing hunt. 2 doors down. No, but this is considered the No, it isn't. boundaries. No, it What are isn't. you talking about? Boundaries. The We're just boundaries. cutting through because it's a shortcut. It's not a shortcut. How do I know you're not breaking into that home? I'm not gonna break in them. These people are wicked nice. Oh, See, they- that guy's right there. Right. How do I know you're not breaking into their house? We're not. How do I know? Why? I Why wouldn't. are you up here? Because my friends were back here and we chased them. Do not. Where are you from? From. How far down? Where are you from? Come. No. You want to start? I didn't do anything. You did. You trespassed on my property, and you know that. I was on the rocks. The rock is my property, honey. And No, he it's doesn't- not. Finalement, Sean et ses amis réussirent à s'éloigner de la femme indemne, mais ils étaient complètement bouleversés par son comportement agressif et imprévisible. Ce qui avait commencé comme une soirée amusante et insouciante s'était soudainement transformé en une rencontre inquiétante qu'ils ne seraient pas prêts d'oublier. Sans perdre une seconde, les garçons se précipitèrent vers leur campement, impatients de retrouver la sécurité de leur famille. Bien qu'ils n'aient rien fait de mal, cette rencontre leur donna une leçon précieuse. Peu importe à quel point une situation peut sembler inoffensive au départ, on ne sait jamais vraiment sur qui on va tomber, ni quels dangers peuvent se cacher juste au coin de la rue.